Les Voix de l'Esprit, Les Voix de l'Esprit, un podcast éclairé et éclairant, avec Julie et Clément. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, Les Voix de l'Esprit. Alors je suis en compagnie de mon acolyte Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie, comment vas-tu ? Ça va bien. Nous avons eu une belle discussion la dernière fois. Et cette fois-ci, nous avions envie d'aborder le thème des apparences. Un thème qui est ressorti dans cette conversation qui concernait le chaos. Et nous avons beaucoup parlé justement de ce rapport à ce que nous voyons, à ce que nous identifions dans la vie, et au jugement qu'on peut porter sur ce qu'on voit à travers nos filtres. Ces fameuses apparences qui, bien souvent, dissimulent l'essence des choses et nous invite souvent à revenir à nous-mêmes. Les problèmes que l'on rencontre souvent lorsqu'on se sent incompris sont pas liés à la communication ou à la capacité à s'exprimer ou faire passer une idée. Ils sont davantage liés à la réception de cette même information. C'est-à-dire qu'à partir d'un mot, d'un sujet, la personne va activer tout un ensemble de filtres à l'intérieur d'elle-même qui vont la couper de la véritable nature de ce qui est dit pour susciter une émotion qui va prendre le dessus et qui va transformer ce qui est reçu. C'est important de savoir que notre réalité, finalement, vécue, est différente de la réalité. On reçoit les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Donc si nous sommes parfaitement alignés, dans une écoute pure et active, sans porter aucun jugement à ce qui est dit, alors à ce moment-là, nous pouvons recevoir l'information telle qu'elle est dans sa plus nette expression. D'ailleurs, il est facile de voir que si je mettais 10 personnes en face de moi à ce moment même et que je leur demandais de synthétiser ce que je viens de dire dans les quelques secondes qui précèdent, eh bien, chacune d'entre elles aurait potentiellement une version différente, même si, effectivement, pour la majorité, ou pour une partie en tout cas, eh bien, ça pourrait être la même chose. Mais au moment même où vous m'écoutez, où vous écoutez Julie, eh bien, certains d'entre vous reçoivent l'information telle qu'elle est et d'autres pas. Voilà, en fonction de... Vous allez adhérer finalement à ce que nous sommes en train de proposer, ou s'il y a des parts en vous qui se mettent tout à coup à résister et à dire non, c'est pas possible, quand moi on me dit quelque chose, j'ai forcément bien compris, et c'est l'autre qui s'est mal exprimé. Donc finalement, les apparences peuvent être très propres à chacun. Oui. Mais il y a aussi des apparences collectives, c'est-à-dire qu'on entretient collectivement, comme par exemple que la vie d'une jeune personne vaut plus que la vie d'une personne âgée. Un exemple parmi d'autres, mais il y a beaucoup d'autres apparences qu'on entretient collectivement. Alors ça c'est vraiment c'est un sujet, c'est le sujet le plus sensible lorsqu'on parle du décès et de la mort. Forcément c'est ce qui fait réagir le plus, et donc à partir de là la personne va activer tout un tas de mécanismes de défense à l'intérieur d'elle-même qui ne seront pas du tout les mêmes d'un individu à un autre, même si collectivement, effectivement, on peut retrouver des prêts-à-penser qui sont comme admissibles ou inadmissibles par une grande majorité. J'ai souvent utilisé cet exemple dans un couple où l'un des deux partenaires se retrouve quitté. Et pour une personne, ça va être très douloureux parce qu'il tenait à la personne et il l'aimait. Et pour d'autres, ça va être un grand soulagement parce qu'ils n'attendaient que cette séparation. Donc ça fait partie des prêts-à-penser. Lorsque vous êtes dans la rue et que vous rencontrez une personne et que vous dites moi je suis séparé de mon conjoint, de ma conjointe, vous avez une réaction automatique en face. C'est pour ça on peut parler de prêt-à-penser collectif et donc d'apparence collective, où la personne va se mettre
à vous prendre un peu comme en pitié, ou en tout cas, si c'est pas de la pitié, mais au moins en compassion, Mhm. alors que peut-être que pour vous c'est très joyeux, c'est-à-dire que vous vous sentez parfaitement libre de retrouver votre célibat, et que, au contrario, c'est une délivrance et une libération. Vous voyez que même dans nos réactions relationnelles, nous avons des prêtes à répondre, des prêtes à penser, des prêtes à se comporter, qui sont comme ça collectifs. Si on revient à ce que tu disais, Julie, concernant le décès d'une personne âgée, d'une personne jeune, ou même des circonstances où le décès a lieu, mais chacun va avoir son avis. Hein, chacun va dire, ah ben il est décédé à tel âge, donc c'est qu'il lui restait peu d'années finalement, puis il était en mauvaise santé, donc il a bien vécu, etc., etc. Mais vous avez eu pendant le Covid des personnes qui ont exprimé à l'inverse, puisque à vouloir sauver les personnes âgées en considérant qu'une vie était une vie, eh bien on a privé tous les actifs, par exemple, de pouvoir se rendre au travail en les confinant. Donc je ne suis pas encore en train, une fois, de dire quelle est la meilleure attitude à adopter, mais simplement de dire, voilà, s'il n'y a pas de meilleure réponse, est-ce qu'il n'y a pas une réponse unique qui est de considérer que mais la vie, lorsqu'elle est, elle est, et lorsqu'elle s'arrête, elle s'arrête. C'est-à-dire qu'encore une fois, on revient à ce regard, Mhm. sur la mort, où on considère que lorsque la personne part, c'est juste. Mhm. C'est peut-être douloureux, on va éprouver beaucoup de souffrance à se séparer d'un être cher, on va éprouver un sentiment de perte, parce Mhm. que c'est quelque part la perte d'une partie de soi, D'injustice parfois aussi. d'injustice, ouais. Mais que le processus de deuil qui consiste du coup à aller observer en soi la part qui est meurtrie et à la dissoudre, est bien souvent pas faite. Mhm. Et lorsqu'on s'autorise comme ça à, à vivre cette tristesse qui est là, cette perte, jusqu'au bout, eh bien, c'est ce qui nous permet de regarder après ce départ avec une plus grande sagesse. Pour ne plus cultiver aux yeux du monde, lorsque ça nous est souvent recommandé, d'être triste, Mhm. longtemps, Mhm. d'avoir perdu un être cher. Hein, parce qu'il faut qu'on marque le coup. Mhm. Hein, il faut que les autres sachent que c'était important. Mhm. Hein, il ne faut pas que le mois d'après, on entende la musique chez vous et qu'on vous voit en train de danser en passant l'aspirateur. Parce que c'est pas sociétalement correct. Vous venez de perdre un être cher. Mhm. Voyez-vous? Ou de vous séparer, ça peut être la même chose dans une séparation. Ça peut être la Il même faut chose. marquer le coup Faut... de la perte, quoi. Hein. Ouais. Et tout ça, ce sont des comportements qui sont assez généralisés et qui nous empêchent véritablement à la fois de faire le deuil, au sens littéral du terme, c'est-à-dire aller en soi vivre la partie qui est meurtrie, et qui nous empêche aussi de revenir dans la vie pleinement. Tout ce que j'ai dit là, évidemment, n'est pas là pour dire que on doit être détaché de tout et que rien n'est grave, etc. C'est simplement que si chacun prend en responsabilité cela, eh bien le monde va encore une fois se permettre de sortir des apparences et de voir qu'une vie ne vaut pas moins qu'une autre, et que la façon dont une personne part, c'est-à-dire les circonstances de sa mort, n'ont pas à être jugées non plus, c'est-à-dire que si la personne victime d'un accident, ça va pas être moins douloureux et moins triste qu'une personne qui serait victime d'un agresseur. Mhm. Ou d'une maladie, Ou tout d'une maladie. simplement. Mais c'est aussi abandonner l'illusion de contrôle sur la situation, d'une certaine manière. Ça demande vraiment de regarder la vie comme étant un processus dont on prend part et finalement qu'on ne contrôle pas. Et ça, dans notre société, en plus notre société occidentale, c'est vraiment difficile à admettre.
qu'on n'a pas le contrôle ni sur les choses, ni sur les êtres, que ce soit par les actes ou par les pensées, en fait. C'est ça qui amène justement les gens à juger beaucoup, c'est cette idée que en jugeant, en donnant leurs opinions, en agissant pour ou contre, ça rappelle le chaos, ce qu'on disait, mais l'idée de changer en fait les choses et donc de les contrôler d'une certaine manière, et donc de contrôler également les êtres, ce qu'ils peuvent penser. On le fait au quotidien avec nos propres enfants d'ailleurs, on le fait tous autant que nous sommes. Et oui, ce contrôle